Monsieur le Premier ministre, cher Louis, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur ambassadrices et ambassadeurs, Monsieur le Président de la Confédération des entreprises du Portugal, Monsieur le Vice-président du MEDEF, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. D'abord, merci infiniment pour l'accueil qui nous est fait avec Monsieur le Premier ministre. Nous sommes très heureux de pouvoir essayer de conclure, si tant est qu'on puisse mettre un point de conclusion, à ce premier forum d'affaires luso-français dans ce palais de la Bourse. Et donc merci de nous avoir attendus et merci d'avoir surtout tant travaillé avec ministres, chefs d'entreprise et responsables ici présents. Et merci pour vos deux discours. Et en vous écoutant l'un puis l'autre, je me disais, quiconque veut comprendre ce qu'est l'Europe dans le moment qu'on vit, devrait venir vous entendre. Il y a une volonté de compétitivité, d'efficacité, d'embrasser le monde et ses défis, d'innovation. Mais il y a aussi l'attachement à un humanisme, au fond, car vous l'avez chacun dit avec vos mots. Et je me remémorais George Steiner qui avait tenté de définir l'Europe, qui la définissait par ses cafés, ses pages de littérature. On pourrait y ajouter dans sa liste le fait que l'Europe est un endroit où, quand tout finit par partir de travers, on trouve des chefs d'entreprise, pour citer Condorcet, défendre l'humanisme et le modèle social. Je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit hors de l'Europe où c'est possible. Et c'est une chance inouïe. Donc merci à l'un et l'autre pour vos discours et la vision que vous avez portée. Car vous ne nous avez pas demandé de faire des choses pour vous, vous nous avez dit ce que vous êtes en train de faire et que nous sommes en train d'accompagner, mais vous l'avez fait avec une conviction, des principes d'action que nous partageons et c'est le plus important. Alors, vous l'avez dit l'un et l'autre, la relation bilatérale est très forte. Vous avez cité, Président, l'importance des relations, ces fameux 15 milliards. Je regarde aussi la dynamique de ces relations, parce qu'il y a 10 ans, on était à 10 milliards d'échanges. Donc il y a ces 10 dernières années une dynamique que vous incarnez, qu'incarnent les entreprises de technologie qui sont là. Je vois la French Tech debout au fond de la salle, et je sais qu'il y a là plusieurs représentants. On était au Beato hier, c'était incroyable. Et je sais la vitalité de l'écosystème d'innovation portugais et son intimité avec le système d'innovation français. Et donc on a de plus en plus de projets communs. Je sais dans la défense qu'on est en train de faire, et en effet, ce qu'on a signé aujourd'hui entre les Césars et les drones, c'est une avancée formidable, et on veut aller plus loin. Ce qu'on fait en termes d'infrastructures, vous avez cité plusieurs de nos groupes français qui sont là, mais les Vinci, les Alstom, etc. sont présents. Ce qu'on fait en termes de transport, et on a envie de faire encore davantage, et que nos compagnies de transport aérien trouvent une forme innovante, d'ailleurs, de mariage entre Air France et TAP. On a envie, et d'ailleurs elles le font aujourd'hui, que nos entreprises de sécurisation des titres aillent conquérir de nouveaux marchés, ce qu'on fait entre Portugal et France en allant conquérir ensemble la Colombie. Je pourrais ainsi continuer d'égrener la liste. Ici au Portugal. Il y a à peu près tous les domaines. Évidemment, je devrais parler d'économie bleue. Évidemment, je devrais parler d'énergie, où nos entreprises, y compris engagées dans la SMR, vont avoir des partenariats avec les vôtres. Il y a tant et tant de domaines où nous sommes engagés. Et je crois que les échanges qu'il y a eu aujourd'hui, à côté de notre traité d'amitié et des multiples partenariats que nous avons signés, disent la vitalité de cette relation et l'ambition de celle-ci. Je voulais peut-être, si vous me le permettez, ajouter à cela quelques principes là aussi d'action. C'est qu'en fait, nous ne le voyons jamais comme simplement des relations commerciales. La confiance que vous avez à l'égard des entreprises françaises, c'est aussi quelque chose que nous voulons développer, et quand elles viennent ici, elles investissent ici. Et je crois pouvoir parler en leur nom en disant que c'est une volonté d'enracinement dans le temps et donc d'investissement concret dans des usines, dans de la capacité à produire, dans de l'emploi au Portugal. Ensuite, c'est la volonté de conquérir ensemble des marchés. Et puis, c'est la volonté aussi de bâtir des projets nouveaux. Je l'évoquais, je l'espère, pour l'aviation civile, je pourrais le dire pour la défense et d'autres, que nous allions ensemble réussir à bâtir des projets vraiment européens.
Et je dirais aussi derrière cela qu'on souhaite la réciproque et que nous voulons dire ici à toutes les entreprises et les investisseurs portugais qu'ils sont les bienvenus. Plusieurs d'entre vous étaient à Choose France l'année dernière. Je me félicite qu'on ait eu 2 grands projets qui étaient poussés et qui ont été parachevés d'investissements en France, mais on veut encore plus d'investissements croisés. Car au fond, nous partageons la même philosophie, celle que vous avez admirablement exprimée. Et au fond, la force de ce lien bilatéral, sa solidité, c'est aussi de servir évidemment les intérêts du Portugal et les intérêts de la France, mais une certaine idée de l'Europe, si vous me permettez de reprendre la formule gaullienne et de l'élever au niveau du continent. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter un instant avec vous. Ce que nous défendons avec le Premier ministre Monténégro, c'est en effet une certaine vision de l'Europe. Celle qui sert une volonté d'humanisme, la conviction qu'on peut tout à la fois être compétitif et embrasser le défi climatique, et celle aussi qui consiste à dire que notre Europe a un rôle particulier à jouer dans ce moment de recomposition géopolitique que nous sommes en train de vivre. Et que vous, entrepreneurs et entrepreneuses, avez un rôle tout particulier à jouer. Nous pensons que le temps est venu, en effet, d'une Europe plus indépendante et plus souveraine. Ça ne veut pas dire d'une Europe fermée aux autres. Ça ne veut pas dire d'une Europe qui doute de la mondialisation. Mais au fond, d'une Europe qui sort de l'état de minorité géopolitique, qui se regarde et se vit comme une véritable puissance et qui décide de reprendre le contrôle au fond de son destin. Ça passe par une reprise de contrôle politique, entrepreneuriale, technologique et militaire. Et au fond, ce que nous sommes en train de vivre, je le rappelais hier, une question qui m'était posée, n'est pas une surprise. Nous, Européens, sommes sortis de la Deuxième Guerre mondiale avec une première obsession, la paix. C'est pour ça que nous avons fait l'Europe. Et nous avons réussi. Il n'y a jamais eu autant de temps en paix sur notre continent. Formidable succès. Nous l'avons fait avec la conviction aussi que notre libérateur de 1945 devait nous apporter la sécurité pour beaucoup de pays. La France avait une histoire singulière, elle a suivi une autre voie. Et donc, il y avait une confiance transatlantique inébranlable. Et puis, nous l'avons fait en étant ensuite convaincus que l'Europe devait devenir un marché. Ce fut l'aventure des années 80, 90, 2000. Mais cet ordre international est bousculé dans tous ses fondements. Là où en Europe, on pensait qu'on aurait de toute éternité du gaz russe peu cher pour être compétitif, 2022 est passé par là et la guerre d'agression a mis fin à cet ordre économique. Là où beaucoup pensaient que le parapluie américain nous permettait en quelque sorte de ne jamais être totalement européens quand il s'agissait de questions de défense et de sécurité, depuis 10 ans, nos alliés nous disent que leur priorité, c'est d'abord l'Amérique, puis la Chine, et que les Européens ont besoin progressivement de prendre davantage leur part. Et là où nous regardons le vaste monde et où nous pensions, au début des années 2000, que le doux commerce allait triompher, nous nous réveillons en regardant, et la période du Covid a été, je dois bien le dire, un réveil cruel à cet égard, que le politique a repris le dessus sur l'économie. Et que quand il s'est agi d'avoir des masques ou des vaccins, nous avons redécouvert ce que signifiait venir de France, en tout cas d'Europe, de Chine ou des États-Unis ou d'ailleurs. Tout ça doit nous conduire à avoir une politique européenne plus souveraine et plus autonome. Et donc pour ce faire, la ligne est simple. D'abord, il nous faut enlever les propres taxes que nous nous mettons sur nous-mêmes, c'est-à-dire simplifier, simplifier, simplifier. La Commission a commencé de le faire cette semaine, c'est une bonne chose, mais il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Nous ne pouvons pas avoir une désynchronisation européenne sur certaines règles et des complexités quand la compétition est mondiale. Et cette simplification s'accompagne d'un approfondissement du marché unique, qui est la plus belle des simplifications. Au fond, il faut faire que chacune et chacun d'entre vous, lorsqu'il crée une entreprise, ne la crée pas pour un marché qui est à l'échelle du Portugal ou de la France, mais tout de suite à l'échelle du continent européen, c'est-à-dire un marché de 450 millions d'habitants. C'était l'ambition initiale, on l'a fait pour les consommateurs, on le fait insuffisamment pour les producteurs.
Et donc cette ambition de simplification, d'approfondissement du marché unique, c'est une bataille pour réduire la complexité et permettre aux champions européens de mener la course mondiale. Le deuxième élément, c'était un gros mot naguère, ça devient une nécessité aujourd'hui. C'est ce que j'appellerais la préférence européenne. La protection de nos acteurs, pas de protectionnisme, la préférence et la protection. Regardez le monde tel qu'il est. Est-ce qu'une entreprise de défense ici présente a accès à des programmes du Department of Defense américain ou à des subsides du gouvernement chinois? Non, jamais. Et même chez nos alliés. Et nous, Européens, nous avons dépensé 75% de nos programmes de défense depuis la guerre en Ukraine sur des solutions non européennes. On a acheté sur étagère américain et sud-coréen. Et au moment où on a 1,5 milliard, c'est le programme dit EDIP, 1,5 milliard pour 27 pays pour les 2 ans à venir, on a des débats homériques pour savoir s'il faut plafonner à 35, 40 ou 50% le non-européen. Nous sommes fous. Personne ne fait ça dans le reste du monde. On ne peut pas être le dernier endroit qui ne favorise pas ses producteurs. De la même manière, on parle d'intelligence artificielle tous les jours. Combien favorisent les solutions européennes? Prenez le chat et pas ChatGPT. Vous avez une solution européenne quand il y a un modèle de langage. Et je peux vous le décliner à toutes les solutions. La préférence européenne, c'est donner aux acteurs que vous êtes une profondeur de marché, la possibilité d'être avantagé sur son marché domestique parce que c'est la règle que suivent les autres. On parle de clean tech. Les États-Unis d'Amérique, là aussi, je ne parle pas d'adversaires stratégiques. Les États-Unis d'Amérique, et pas les États-Unis du président Trump, celles du président Biden, ont passé en 2022 l'Inflation Reduction Act, qui a été sans doute le programme le plus efficace de désintégration des chaînes de valeur sur ce segment. En favorisant massivement, pas ceux qui investissaient simplement aux États-Unis, mais qui mettaient tout aux États-Unis. Donc réveillons-nous, ayons des programmes ambitieux européens avec une préférence européenne. Dans nos commandes publiques, dans nos programmes de subvention, dans nos comportements d'entreprises et de grandes entreprises en particulier, quand il s'agit de nos fournisseurs. Troisième élément, on n'investit pas assez. On n'investit pas assez d'argent public et privé en européen. Si on regarde ce qui s'est passé depuis la crise financière de 2008, le continent européen s'est sous-leveragé. Et donc nous allons avoir, dès cette semaine sur les questions de défense, des décisions à prendre pour des investissements innovants, mais nous aurons des investissements à faire bien supérieurs. Et je vois 3 murs d'investissement devant nous. Les technologies vertes, l'intelligence artificielle, la défense et la sécurité. Si on veut relever ces défis, il faut 2 révolutions. La première, c'est un financement européen massif, exactement comme on l'a fait quand il y a eu le Covid. Nous avons eu un choc symétrique qui a frappé nos pays et nos économies. On a su réagir et doubler le budget européen, avec d'ailleurs plus de 3/4 de financement par subvention. Nous avons un choc géopolitique majeur. Ayons le même courage, la même audace. Nous allons devoir massivement investir du financement public. Et puis la deuxième révolution, c'est celle du financement privé. Il nous faut libérer les règles de financement de l'innovation de nos banques et nos assurances. Resynchronisons les règles de Solvency et de Bâle avec les États-Unis. Ayons un programme massif de titrisation et ayons enfin la finalisation du marché unique des capitaux, qui est le seul moyen d'utiliser pleinement notre épargne. Ces 3 éléments sont un levier massif. Car nous, Européens, avons plus d'épargne que les États-Unis d'Amérique. Mais cette épargne, elle est investie dans l'obligataire, et pour partie d'ailleurs dans la dette américaine, et quand elle va chercher du financement en innovation en fonds propres, elle va se placer dans des acteurs américains. Là aussi, nous sommes fous. Et rien ne nous oblige à faire ça. Ceci est indispensable si nous voulons relever les grands défis géopolitiques qui sont les nôtres. Et les grands défis géopolitiques qui sont les nôtres, c'est d'avoir des solutions d'intelligence artificielle européennes. Sinon, nous dépendrons d'autrui. C'est d'avoir des solutions pour notre transition climatique qui soient européennes. Et c'est d'avoir des solutions de défense et de sécurité qui soient européennes. Parce que sinon, nous pourrons faire tous les sommets de la Terre, mais nos successeurs, dans 10 ans, dans 20 ans, n'iront plus expliquer à nos partenaires américains s'il faut faire ceci ou cela. Ils dépendront dans tous ces registres des autres, de l'incertitude qu'ils peuvent mettre.
Moi, je ne veux pas dépendre d'autrui pour nos solutions d'intelligence artificielle. Je ne veux pas dépendre d'une solution non européenne pour l'accès à l'espace. Je ne veux pas dépendre d'une solution non européenne pour produire notre énergie. Et à cet égard, vous l'avez très bien dit, nous avons en franco-portugais un combat essentiel sur tous ces sujets à faire. Bâtissons ensemble des solutions de défense communes. Ce n'était pas notre tradition, on a mis une graine, les drones et les Césars. Allons beaucoup plus loin. Et bâtissons des solutions où on va manufacturer des produits entre nos deux pays, pour produire en européen. Sur l'intelligence artificielle, pareil. Allons ensemble pour mener des programmes ambitieux qui permettront ensuite de s'élever au niveau européen. Et sur l'énergie, pareil. Par une approche commune de neutralité technologique, prenons ce qui est notre chance. La France est un grand pays nucléaire, vous êtes un grand pays de renouvelables. Ayons des réseaux forts dans nos pays, de l'interconnexion. La seule chose qu'on veut pour nos entreprises comme pour nos ménages, c'est une énergie peu chère et très décarbonée. On a tout pour réussir ça. Et donc pour cela, il faut ce réveil, qui est un réveil géopolitique, qui est un réveil profond où nous allons devoir prendre des décisions de simplification, d'investissement, d'accélération pour répondre au défi qui est le nôtre. Mais au fond, quel est ce défi? Monsieur, de donner la possibilité à nos enfants de continuer, de pouvoir choisir leur monde. Je pense que nous sommes un quart d'heure avant minuit. Nous pouvons encore aujourd'hui, nous Européens, choisir notre destin. Mais si nous décidons, ce que j'appelais hier cette vassalisation heureuse, si on se dit dans le confort de nations vieillissantes et finalement assez riches, avec un modèle social généreux, les plus généreux du monde, ce sont ceux de nos pays, si nous disons tout ça est trop dur, laissons-nous faire, laissons d'autres décider si ça doit être la paix ou la guerre en Europe, quelles sont les solutions qu'ils veulent pour nous, nos enfants n'auront plus le choix. Parce que nos parents ont fait ces investissements après-guerre, qu'ils ont fait tous ces choix audacieux pour bâtir notre Europe. Nous en sommes là, mais nous sommes en retard. Alors il nous faut fortement expliquer à nos compatriotes que c'est la fin du monde qu'on a connu pendant des décennies. Les dividendes de la paix ne nous seront plus payés. Il faut nous réarmer pour ne pas dépendre des autres et pour éviter la guerre. L'énergie bas marché qu'on importait de puissances qu'on croyait amies, c'est terminé. Il faut donc la produire chez nous et nous intégrer. Et l'Europe ouverte à tous les vents, c'est fini. Il nous faut nous protéger parce que ce monde devient plus incertain et hostile. Et tout ça, il faut le faire parce qu'il continuera à y avoir dans notre Europe des enfants comme vous, Monsieur le Président, qui auront des souvenirs de fierté européenne et dont j'ai envie que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils puissent avoir encore le privilège de choisir leur avenir. C'est notre seule responsabilité. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est évidemment pour créer de la prospérité qui nous permettra de financer l'éducation, la santé, de meilleurs modèles sociaux, d'avoir des nations plus fortes. Mais c'est surtout, au moment où nous parlons, de donner la possibilité à nos enfants de choisir et de garder cette Europe, qui est le plus beau des continents, celui qui a inspiré le monde, celui de la Renaissance, des Lumières, de cette invention unique qu'est l'Europe, et ce continent qui croit qu'à l'heure des réseaux sociaux, on a le droit de lutter encore contre les discours de haine et que ça ne s'appelle pas lutter contre le free speech. Qu'à l'heure aujourd'hui où il y a comme une fascination hypnotique pour une forme de violence désinhibée, on croit encore ici au processus de civilisation qui nous rend chaque jour un peu meilleurs. C'est ça l'Europe, c'est au service de ça que nous œuvrons chaque jour. Et c'est au service de ça que toutes les entreprises que vous portez et que les gouvernements et les peuples que nous servons, nous nous battons. Alors choisissons cette Europe et choisissons-la par une amitié entre le Portugal et la France plus forte, par des projets encore plus ambitieux. En tout cas, le réveil, c'est maintenant. Le sursaut, c'est maintenant et nous comptons sur vous pour le porter. Merci, Monsieur le Premier ministre, cher Luís. Vive le Portugal, vive la France et vive l'amitié entre nos deux pays.
le président de la République française. Merci.